Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition de Direct où on va passer en revue les dernières nouvelles locales et nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio Monsieur Ahmed Lessinas, et vous êtes consultant international en gestion et en économie. Bonsoir. Bonsoir à vous. Alors tout d'abord, avant de parler de nos sujets principaux, on vient d'apprendre que l'Égypte va accueillir un sommet pour les pays avoisinant le Soudan jeudi prochain pour discuter de la situation vraiment très difficile au Soudan. Alors que pensez-vous de ce rassemblement? Pour commencer avec, c'est clairement pour la première fois c'est dans la bonne place. Il y a eu pas mal de réunions dans plusieurs villes, mais apparemment ça n'a rien abouti parce qu'on est toujours dans la même situation où on a commencé. Le Soudan et l'Égypte ils étaient un seul pays et il y a quelques dizaines d'années. Le Soudan, c'est une profondeur ou une dimension stratégique pour l'Égypte. La plupart des forces militaires soudanaises a été formées et entraînées en Égypte. Donc, on parle exactement la même langue. Donc, je pense que si quelqu'un a le pouvoir, a le savoir-faire de comment médier et résoudre cette histoire, ça va être l'Égypte. Donc, c'est très normal que cette sommet soit en Égypte parce que ce qui est en train de se passer, la souffrance que le peuple soudanais est en train de souffrir est tout à fait non justifiée et je ne vois pas une raison concrète. Une guerre pareille peut rester pour des années, hein, parce que c'est pas une guerre définie. C'est quoi l'objectif? C'est pas un pays. Par exemple, en 1973, on avait un objectif, on voudrait reprendre la Sinaï, on voudrait rouvrir le canal de Suez. Donc, on a des objectifs qui sont clairs. Là, on a une guerre entre l'armée nationale et un secte ou une division de l'armée qui est devenue comme un militia ou un paramilitaire. Mais elle est assez d'un poids lourd. C'est très clair qu'ils sont en train de recevoir de l'aide. Ils ont soutenu hors du Soudan, d'une façon ou l'autre. Parce que normalement, ça aurait fini il y a très longtemps, si ce n'était pas le cas. Mais on veut arriver à une solution. Parce que sinon, ça va rester comme ça, le peuple soudanais va continuer à souffrir, on est en train de voir chaque jour des tragédies humaines, tout à fait nécessairement. Tout ça, ça peut être évité si on arrive à avoir une discussion, un dialogue entre les deux côtés et le Soudan qui est en train de souffrir généralement, même avant ça, d'une crise et une situation économique énormément difficile. Maintenant, c'est en train de devenir de plus en plus difficile, si jamais impossible. Donc, on espère que ça va être résolu et je reconfirme que le Caire, l'Égypte, c'est la bonne place pour avoir un discours et une discussion pareille. Ouais. Bon, on commence notre débat sur ce sujet. L'Égypte vient de lancer un programme de 1,8 milliard de dollars pour forer des puits d'exploration de gaz naturel dans la mer Méditerranée et le delta du Nil. C'est ce qu'a déclaré le ministre du pétrole Tariq Al-Molla. Ce projet permettra à l'Égypte de gagner en puissance économique et de pouvoir davantage développer sa production gazière. Salih Hamadi Arachoucha nous donne les détails. Le 5 juillet, les autorités égyptiennes ont lancé un programme d'1,8 milliard de dollars pour forer des puits d'exploration de gaz naturel dans la mer Méditerranée et le delta du Nil. Ce nouveau programme a pour objectif de forer 35 puits d'exploration d'ici 2 ans, dont 21 au cours de l'exercice 2023-24 et 14 en 2024, selon le ministre du pétrole Tariq Al-Molla. Le 15 décembre 2022, l'Égypte avait officiellement annoncé la découverte d'une importante réserve de gaz naturel dans l'un de ses
sites offshore en Méditerranée orientale. Le puits contenait 3,5 milliards de pieds cubes de gaz naturel en 2021. L'Égypte disposait de réserves de gaz naturel avérées atteignant 2209 milliards de mètres cubes et produisait plus de 79 milliards de mètres cubes. Le pays a exporté environ 12 milliards de mètres cubes de gaz en 2021, soit 58% de plus par rapport à 2020. Selon le ministre du Pétrole, l'Égypte prévoit avec ce programme de renforcer sa capacité de production de gaz en développant plusieurs champs d'exploration en mer Méditerranée, dans le delta du Nil et dans le désert occidental. Monsieur Ahmed El Nassif, je rappelle que vous êtes consultant international en gestion et en économie. Voilà, l'Égypte vient d'explorer des champs gaziers avec des découvertes très importantes dans ce domaine. Où on est? Je pense qu'on a une opportunité énorme. Lors de ma jeunesse, et peut-être jusqu'aujourd'hui, j'ai toujours la même question. Je ne suis pas géologique, mais de ce qu'on connaît tous, nos cours de sciences, que le pétrole, c'est vraiment, en fin de compte, ce sont des dinosaures et des animaux énormes, il y a des milliers d'années, qui se sont formés ou transformés et c'est devenu du pétrole. Ok, super, super. Il y a plein du pétrole et du gaz, juste à droite de l'Égypte, en Arabie Saoudite. C'est plein, c'est le centre du monde. À gauche de l'Égypte, on a la Libye qui est aussi à plein du gaz et plein du pétrole. Ce que je n'arrive pas à suivre, c'est la logique que les dinosaures ont vécu là, ils n'ont jamais passé par l'Égypte, que je n'arrive pas à suivre et honnêtement, je n'arrive pas à croire. Donc, ce que je pense vraiment, qu'on a une opportunité énorme, on est très loin de potentiel que l'Égypte a, surtout sur le niveau pétrole et le niveau gaz naturel. Il y a beaucoup de travail à faire et je pense qu'on est en train de faire ça maintenant, on est en train de partir dans cette direction. Je suis sûr que 1,8 milliard de dollars, ça va avoir une rentabilité énorme de 5 à 10 fois normalement. Quand on va trouver les ressources. Parce que moi, logiquement, il n'y a aucune raison pourquoi l'Égypte, elle tombe entre pratiquement les deux des plus grands pays du monde où il y a du gaz naturel et du pétrole et on n'a pas les mêmes genres de ressources. Il n'y a pas de logique. Une deuxième fois, je ne suis pas géologique, mais vraiment, je ne vois pas la logique. Pourquoi on est le seul endroit où on n'a pas ça? Donc, je pense de ce que doit être fait, c'est encore beaucoup plus de travail. On a bien besoin de ces produits. Il y a beaucoup de discussions pour l'énergie, d'autres formes d'énergie, mais personnellement, je pense que le changement des ressources classiques ou sources classiques d'énergie, ça ne va pas être aussi rapide que pas mal de gens ont pensé. Parce que surtout l'électricité, le solaire, ce sont deux formes qui sont beaucoup moins polluants bien sûr, mais ils ont des défis qui sont très sérieux et il y a pas mal de fois que ça coûte plus cher, surtout pour les voitures et tout, ça coûte beaucoup plus d'énergie pour générer l'électricité qu'on va utiliser dans la voiture, énergie, je veux dire pétrole. Donc, c'est pas donné, c'est pas à 100%, on n'a pas une efficacité assez élevée dans ce domaine, donc on a un parcours à faire encore. Donc, je pense que ça va rester pour quelques dizaines d'années le source d'énergie numéro 1 pour pas mal des années qui viennent. Depuis son accès au pouvoir, le président Abdel Fattah el-Sisi a fait beaucoup d'efforts pour arriver à la délimitation de la Méditerranée, avec des accords avec Chypre, avec la Grèce,
pour avoir notre part. Et là, il a invité quand même de grandes sociétés comme Eni, l'italien, pour découvrir. Et c'est la raison pour laquelle peut-être on a pu explorer notre gaz. Absolument. Et deux ou trois choses. Bien sûr, comme vous venez de dire, les bonnes relations que Son Excellence le Président a pu établir avec nos voisins. Mais récemment, après 10 ans pratiquement des problèmes avec la Turquie, maintenant on vient de commencer ou tourner la page et commencer de nouveau des bonnes relations avec la Turquie. Et ce qu'on a fait aussi, et c'était une exigence autant, on a bien renforcé notre force maritime égyptienne, qu'on puisse défendre le bien du peuple égyptien. Et c'est pour cela que on peut aujourd'hui vraiment, parce que écoutez, si ces sociétés aiment travailler, aiment faire de l'argent, mais la minute où ils voient un risque, où ils trouvent que peut-être ils vont être menacés d'une façon où peut-être il va avoir des problèmes militaires dans cette région, ils ne vont pas rentrer. Là, tout se calme, on a de bonnes relations, même la Turquie maintenant. Donc, c'est très bien pour ouvrir les portes pour tout le monde qui vient. Et une deuxième fois, je pense qu'on est très loin de notre potentiel et il y a beaucoup de travail à faire et beaucoup de gains à gagner dans ce domaine. Oui. Bon. Concernant le même sujet aussi, le ministère de l'Électricité et des énergies renouvelables a déclaré que l'État égyptien avait élaboré une stratégie pour développer l'énergie verte et les énergies renouvelables à partir du soleil et du vent, et que les entreprises internationales sont très intéressées à investir dans l'énergie verte en Égypte. Salih Hamed et Yara Choucha. Le ministère de l'Électricité et des Énergies Renouvelables a annoncé que l'État égyptien avait élaboré une stratégie pour développer l'énergie verte et les énergies renouvelables à partir du soleil et du vent, et que les entreprises internationales sont très intéressées à investir dans l'énergie verte en Égypte. Le ministère a également noté que le plan est d'augmenter la production d'énergie renouvelable afin qu'elle atteigne un pourcentage de 42% du mix énergétique en Égypte jusqu'en 2035. Le porte-parole du ministère a fait état des projets remarquables tels que le projet d'énergie solaire de Bemben dans le gouvernorat de Aswan, qui est considéré comme le 4e plus grand complexe d'énergie solaire en termes de capacité de production et le plus grand complexe de centrales d'énergie solaire avec un système de cellules voltaïques sans stockage au monde. Le porte-parole a indiqué que l'Égypte appliquait une stratégie claire pour la production d'énergie renouvelable et d'énergie verte, et le plan est que l'Égypte soit un couloir d'énergie verte de manière à améliorer le lien entre l'Égypte et l'Europe, d'autant plus que cette dernière a intérêt à se procurer de l'énergie en général et des énergies renouvelables en particulier. L'Égypte connaît d'importants investissements dans l'énergie verte comme la centrale de Benben pour produire de l'électricité à partir de l'énergie solaire et les plus grands parcs éoliens d'Afrique et du Moyen-Orient dans les régions de Gabal Az-Zait et Zafarana. L'entrée dans le domaine de l'hydrogène vert est un grand pas en avant pour l'Égypte, qui la qualifie pour devenir un centre régional de production et d'exportation d'énergie verte. Monsieur Ahmed Elessi Nassif, je rappelle toujours que vous êtes consultant international en gestion et en économie. Là, on parle d'énergie verte, les capacités de l'Égypte. À votre avis, quelles sont les capacités de l'Égypte, les vraies capacités de l'Égypte concernant l'énergie verte? Une deuxième fois, je pense que ce sont des capacités énormes. Moi, personnellement, je suis témoin, si je peux partager mon expérience personnelle, j'ai transformé ma maison à 100% d'énergie solaire. Honnêtement, j'avais quelques doutes. Est-ce que je suis en train de faire la bonne chose? Est-ce que je vais souffrir? Il y a presque 2 ans maintenant. Je peux vous dire que je suis 100% satisfait.
Au moins, il n'y avait pas de coupure à l'époque de... Non, il n'y a pas de coupure, mais ce qui est plus intéressant, qu'il n'y a pas de facture. Oui. Pratiquement, je ne paye pas, pratiquement, parce que ma consommation est égale ou moins de ce que je suis en train de produire. Oui, oui. Donc là, je pense que c'est très efficace et j'encourage tout le monde qui ont l'opportunité de faire la même chose. J'ai sacrifié un peu du toit de la maison, mais je pense que c'était un investissement très correct. Et il y a presque 2 années que pratiquement je n'ai pas payé d'électricité. Et ça marche très bien. Et j'avais des soupçons et des doutes en hiver. Je peux vous dire qu'en hiver, c'est presque comme en été. Ça va très bien en hiver. Parce que notre hiver, ce n'est pas l'hiver dur. Ce n'est pas comme le Canada ou le Suède ou quelque chose comme ça. Notre hiver, pratiquement, on est de, je ne sais pas, de 12, de 14, le plus froid. On gèle à 12 ou quelque chose comme ça. Et là, il y a plein de soleil. Donc, je n'ai pas de rupture. Donc, je pense que l'Égypte est vraiment, et aussi pour les aéoliennes et tout ce qu'on vient de voir, je pense qu'on est le pays, si vous voulez, le premier pays de la classe, si vous voulez, du niveau mondial, parce qu'on a vraiment des données, des dons naturels qui sont très difficiles à trouver. Je pense au Maroc, ils ont un des premiers, des plus grands champs solaires pour l'électricité. Ok. Et ça marche. Et ça marche très bien pour eux. Ce que j'attends à voir prochainement, c'est de donner des incentives pour, par exemple, les usines. Si vous transformez votre usine à solaire, donc on vous réduit quelque chose dans vos taxes. Ça existe dans pas mal de pays. Ils ne vont même pas payer de l'électricité, mais ça c'est l'avantage déjà. Mais pour être tout à fait correct, aussi il y a un investissement qui peut être important pour une usine surtout. Oui. Parce que les usines ont besoin de cadence et de pouvoir un peu plus élevés qu'un foyer normal. Mais je pense que ça reste efficace de point de vue coût. C'est un investissement, oui, mais c'est très rentable et en même temps, ça soulage la grille nationale de besoin de générer autant d'électricité qu'on peut exporter ailleurs et avoir de devises pour le pays, pour l'économie qu'on a bien besoin. Nous avons ici en Égypte, comme vous avez mentionné, la station Nour au Maroc, mais ici en Égypte, Ben. Tout à fait. À Assouan. À quel point Ben est utilisé en Égypte? Comment ça sert vraiment? Je ne sais pas la réponse exacte à vos questions, je n'ai pas les chiffres, mais je suis sûr que c'est bien utilisé. Et je pense aussi que on est, machallah, on est en train de faire du croissance dans la population qui est très importante. À un moment donné, et pour être capable d'élargir les terrains d'agriculture agricole pour l'Égypte, on va devoir aller vers la désalinisation d'eau de mer. Oui. Et là, faire ça avec de l'énergie traditionnelle, ça va être très coûteux. Oui. Mais le faire avec l'énergie du solaire ou même celle du vent, ça va être beaucoup moins cher et on va avoir des ressources énormes d'eau potable ou de l'eau qu'on peut utiliser dans l'irrigation pour de nouvelles terrains agricoles. Donc là, je pense que vraiment c'est le futur parce que le Nil, surtout avec la croissance, ne va jamais être assez pour
avoir le développement agricole qu'on désire d'avoir en Égypte. Et on va avoir besoin d'une source d'eau, et là, la source d'eau, ça va venir de la mer, de la désalinisation. Et ça peut seulement se passer si on utilise une sorte d'énergie qui est pas chère. Oui. Selon le reportage qu'on vient de suivre, vers l'année, ou bien le plan de l'Égypte, que vers l'année 2035, on aura 42% de notre consommation ou bien production d'électricité, ça sera de sources vertes. Est-ce que c'est optimiste ou bien c'est faisable? Je pense que c'est optimiste, mais c'est tout à fait faisable si on travaille dans cette direction. On va peut-être avoir des besoins de faire quelques genres des incentives, parce que je doute que une très grande partie de consommation d'énergie, c'est pour l'énergie ou de l'électricité, c'est pour les utilisations industrielles. Et si jamais on donne des raisons pour les industriels qui se transforment, qu'ils prennent l'investissement initiative, je suis sûr qu'on peut atteindre un chiffre pareil. Très bien. On a parlé aussi de l'hydrogène vert. Alors ça, c'est comme on le lit, on le suit, c'est l'avenir, non seulement de l'Égypte, mais de toute la région et peut-être tout le continent africain. C'est le pétrole, c'est le nouveau pétrole du 21e siècle, si vous voulez. Et là, on est en train de prendre l'initiative pour partir dans cette direction. Mais il y a quelques technologies, comment on va le stocker, comment on va le stocker, comment est-ce qu'on va le transporter. Donc je pense que il y a quelques technologies qui doivent être développées pour que ça ait un peu plus de distribution, si vous voulez, un peu partout. Mais je pense qu'on est en train de prendre l'initiative, et si on est les premiers, on va être les premiers dans le volume de cette affaire quand ça devient demandé assez dans le monde. Il y a une grande compétition entre les pays, surtout du nord de l'Afrique, concernant l'hydrogène vert. Il y a l'Algérie, le Maroc, l'Égypte, tous, ils essayent d'être le hub de cet hydrogène vert. Alors comment arriver, comment réaliser? Ils sont nos confrères. Je pense que la vraie concurrence qu'on peut voir, c'est le Maroc, dans le nord de l'Afrique. Les autres pays sont un peu loin. Même pas l'Algérie. L'Algérie est très fort de tout ce qui est traditionnel, gaz et pétrole, surtout la région de Tizi Ouzou à l'est de l'Algérie. Mais l'adaptation et le changement, peut-être que ça ne va pas être aussi rapide qu'on pourrait le faire ici en Égypte, parce qu'il n'y a pas la pression. Ça marche très bien, ils sont en train de... C'est vrai, c'est vrai. Mais le Maroc joue... Le Maroc, oui, le Maroc, parce que aussi le Maroc, le pétrole généralement est très cher au Maroc. Ça, j'étais surpris la première fois que j'étais là-bas. Oui, l'essence, c'est même plus cher que l'Europe. Hein. Donc là, je comprends parfaitement parce que tout ça, c'est importé. Donc, c'est pour ça que pour eux, il y a beaucoup de pression de développer et évoluer un genre de nouvelle genre d'énergie. Pour eux, c'est très important. Donc, et pour nous, c'est plus ou moins la même chose. La Libye, on espère que ça devient... Ça se stabilise avant, parce que vraiment, les institutions ne sont pas en place encore en Libye. Donc, je ne pense pas qu'ils sont dans une position de faire des recherches et de nouveaux développements. La Tunisie, nos confrères là-bas sont sur un niveau agriculture et touristique un peu plus, mais on espère aussi qu'ils vont joindre cette marche vers l'énergie verte. Tout ça, ça va avoir des effets positifs sur le continent africain. Absolument.
Absolument. C'est-à-dire, est-ce qu'il y aura vraiment une coopération entre le nord et le sud de l'Afrique, comme ça, pour le développement de l'Afrique? Je pense que oui. On a vu le potentiel quand le président Sisi a résidé l'Union africaine. On a vu les efforts et comment le travail, s'il y a une volonté pour ce genre de coopération, c'est très très possible. Ça reste que on a un leader comme le président Sisi pour qu'il soit, qu'il ait la volonté, qu'il prend tout le monde ensemble et va vers la direction. Et on a vu les nombreuses choses que ça a été réalisé au bout d'1 an, si je ne me trompe pas, quand il était le leader, le chef de l'Union africaine. Il y a au moins la ZLECA, on ne peut pas, zone de libre-échange. Voilà. Bon, notre troisième angle, c'est l'Égypte qui a le potentiel pour devenir un hub énergétique mondial et leader de la transition énergétique. Avec ses 222 milliards de mètres cubes de gaz naturel enfuis dans son sous-sol, l'Égypte est l'un des pays les plus importants d'Afrique en matière de réserves prouvées de gaz. L'Égypte peut exploiter les opportunités offertes par la crise russo-ukrainienne, ses ressources et sa position géographique pour devenir une plateforme mondiale de l'énergie, un leader dans les énergies renouvelables. Depuis les récentes tensions entre les pays européens et la Russie, le gaz naturel égyptien fait l'objet de nombreuses convoitiste et le pays des pharaons peut devenir l'un des principaux exportateurs du continent et du monde. L'Europe cherche en effet à diversifier ses sources d'approvisionnement pour sortir de sa dépendance vis-à-vis de la Russie en termes d'énergie. Le gaz naturel égyptien et le positionnement géographique du pays font qu'il semble être l'une des meilleures options de remplacement pour les Européens. Outre le gaz naturel et les possibilités offertes par ce dernier, les autorités égyptiennes veulent aussi miser sur la production d'hydrogène pour répondre à la demande européenne. La stratégie égyptienne a déjà reçu le soutien de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la BERD. La banque a en effet signé un protocole d'accord avec le gouvernement égyptien afin de mettre en place un cadre d'évaluation du potentiel des chaînes d'approvisionnement en hydrogène à faible émission de carbone. L'initiative entraînera une capacité de production de 1400 MW d'ici 2030. En plus de cette stratégie soutenue par la BERD, l'Égypte a alloué plusieurs nouveaux périmètres au sein de la zone économique du canal de Suez à la production d'hydrogène vert. L'Égypte et l'Union européenne s'attellent également à la mise en place d'un partenariat méditerranéen pour l'hydrogène vert axé sur le commerce de l'hydrogène. Le pays jouerait un rôle central dans la garantie des approvisionnements pour l'Europe et d'autres régions, agissant ainsi comme une plaque tournante de l'énergie. Peut-être la guerre russo-ukrainienne a donné la chance à d'autres pays que la Russie d'exporter leur gaz, leur pétrole, etc. Comment l'Égypte peut profiter de cette situation? Quand on était jeune dans le multinational, il nous a appris une stratégie. Et on n'était pas on ne doit jamais avoir un seul fournisseur. Oui. Et on avait des points d'interrogation. Vraiment, pourquoi ils sont très forts? C'est un fournisseur c'est moins cher. Et la réponse était toujours parce qu'on ne sait jamais si ce fournisseur va avoir un grand problème, il va avoir un incendie, il va tomber, il va faire faillite. On ne sait pas si jamais on doit avoir un deuxième pied. Je pense que l'Europe a raté cette idée. Et maintenant, ils ont souffert et ils ont appris que ça peut coûter vraiment très cher d'avoir un seul fournisseur. Donc là, je pense que le résultat logique, même si jamais ils vont reprendre, Dieu seul sait quand est-ce que ça peut être possible, ils vont reprendre leur relation avec la Russie, je suis sûr que ça ne va jamais être la Russie seulement.
Et là, on vient donc... on peut rentrer dans le jeu, si vous voulez, parce que, premièrement, on est très, très proche pour l'Europe. On a des capacités de liquidification de gaz qui n'est pas partout. Donc ça, c'est quelque chose d'unique on avait une vision stratégique, on l'a construit et maintenant on est en train de bénéficier de ça. Et si on va avoir la matière première, j'espère que toutes ces recherches vont aboutir de bons résultats, on va être un des joueurs les plus importants dans le monde et on va être à proximité. C'est très différent que, par exemple, si la Chine peut produire ou si le Brésil ou quelque chose comme ça, parce que la distance, ça change beaucoup. Mais vraiment, on est à un vol d'oiseau, comme on dit, du continent européen. Donc là, je pense qu'on a un potentiel énorme et c'est le bon focus pour avoir pour l'État égyptien pour enrichir l'économie parce qu'on a bien besoin de ça ces jours-ci. Vous parlez là du gaz ou bien du pétrole, liquéfaction du gaz avec un centre... du gaz liquidifié parce que surtout pour le chauffage en Europe, et ça c'est un besoin très sérieux. On peut ne pas manger, on peut ne pas faire la cuisine, mais on ne peut pas ne pas se réchauffer quand on est en Allemagne ou au nord de l'Allemagne, au nord de la France ou en Belgique ou en Hollande en hiver. C'est pas un choix, c'est pas un luxe, c'est une nécessité parce que sinon ça marche pas. Et on a vu bien dans l'année dernière, l'hiver dernier, qu'il y a pas mal de pays qui ont retourné, je pense en Allemagne, si je ne me trompe pas, au charbon. Avec toutes les conséquences, avec tout ce qu'on sait au charbon, l'effet négatif pour l'environnement et tout ça, mais ils ont retourné au charbon parce qu'ils n'ont pas le choix. Donc là, on leur donne le choix. Donc, premièrement, je ne pense pas qu'ils vont mettre tous les œufs dans un seul plat pour la Russie une deuxième fois, si jamais ils vont faire du business une deuxième fois avec la Russie. Et on est juste un vol d'oiseau de l'Europe. Donc laquelle ils se sont redirigés vers l'Algérie aussi. L'Algérie vient de signer il y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, un accord très important avec l'Espagne. Oui, mais l'Europe est énorme, ils ont beaucoup de besoins et il y a assez de place pour nous et pour nos confrères en Algérie. Oui, bien sûr, pour tout le nord de l'Afrique. Absolument. On parle aussi dans le reportage comment on dit, à l'électricité, à donner de l'électricité vers l'Europe, mais surtout énergie renouvelable, c'est-à-dire comment on peut faire ça? Pour commencer avec, je me rappelle très bien le temps avec le président Sisi est venu au pouvoir, où on devait littéralement fermer l'électricité à Mohandessine pour qu'on puisse allumer Mahadi et vice-versa. Je me rappelle de ce jour, ça fait partie de l'histoire de l'Égypte, on ne peut pas le nier. On se rappelle tous. Et là, on a une abondance d'énergie. Ça coûtait cher, oui, mais au moins, c'est une partie d'infrastructure. Si jamais on veut on a des sociétés qui viennent investir en Égypte, si on n'a pas d'électricité en Égypte, personne ne va venir. C'est pas compliqué. Donc là, c'était quelque chose que on était dans un état négatif. Maintenant, on a une abondance. Et si on ajoute en plus que la source de cette énergie, elle vient des sources vertes, si vous voulez, je pense que aussi on a beaucoup d'opportunités et potentiel pour qu'on soit le premier fournisseur pour l'Europe et aussi pour des pays voisins. La Libye, le Liban, le Soudan. Donc, on peut vraiment devenir un hub énergétique dans la région. Il y a des technologies que j'étais en train de lire, qu'il y a de nouveaux, ils sont en train de développer de nouveaux moyens de transformer même l'énergie. Donc là, on peut bien profiter de ce genre
de nouvelles technologies. Et la seule chose qu'on doit faire, c'est continuer notre parcours et vraiment continuer notre développement. Voilà, on parle d'énergie renouvelable, comme vous venez de dire, mais est-ce qu'on pourra dans l'avenir quand même exporter de l'hydrogène vert, par exemple? Je ne vois pas pourquoi pas, parce que oui, on va être capable. Mais il y a, comme on a parlé, il y a quelques technologies qui ont un peu ont besoin de fine-tuning, si vous voulez, pour que ça soit efficace, que ça soit safe, parce qu'on c'est sûr. Ça peut être dangereux si c'est pas bien contrôlé, comme le pétrole. Hein. Ça peut, si on ne le contrôle pas comme il faut, ça peut causer des problèmes. Mais on a l'expertise quand même. En Égypte, on est expert. C'est-à-dire, oui, mais pour l'énergie et surtout l'hydrogène vert, il y a un peu de travail à faire. Pas seulement en Égypte, partout. Parce que c'est nouveau pour tout le monde. C'est ce que je viens absolument, de dire, oui. Absolument. C'est nouveau. Alors, vous êtes optimiste, c'est ma dernière question concernant l'énergie renouvelable, que l'Égypte devienne un hub énergétique pour toute la région. Vous êtes optimiste? Absolument. Je vois le futur. Oui, c'est vrai, on ne peut pas nier que ces jours-ci, on a des challenges, on a des défis, mais la question, c'est on ne peut pas être myopique, on ne peut pas seulement regarder là, on doit regarder l'avenir et je pense que l'avenir est très positif et Inch'Allah on va passer tous ces problèmes et on va avoir une économie qui est très robuste. Il y a pas mal des études qui voient l'Égypte comme un des plus robustes économies mondiales au bout de 10 ans ou 15 ans. Donc je suis très optimiste. Je vous remercie beaucoup, M. Ahmed El Sinousef. Je rappelle que vous êtes consultant international en gestion et en économie. Chers téléspectateurs, on se donne un rendez-vous demain à la même heure pour une nouvelle édition de Direct. Très très bonne soirée. Au revoir.